Installé en plein cœur de Paris, c'est le monument religieux le plus visité de France. Notre-Dame fête ses 850 ans. Bienvenue dans cette émission spéciale où nous célébrons l'anniversaire de ce lieu de culte, mais aussi de culture. C'est en 1163 qu'a été posée la première pierre de Notre-Dame de Paris. Et il a fallu 100 ans pour terminer l'édifice. 8 siècles plus tard, retour sur l'histoire et les secrets de ce joyau de l'architecture gothique. Du haut de Notre-Dame, 850 ans nous contemplent. Tout commence au XIIe siècle, le temps des cathédrales. En 1163, le chantier est lancé en présence du pape Alexandre III. Il faudra attendre 1351 pour achever ce monument de l'art gothique. À l'époque, il n'a pas le même aspect qu'aujourd'hui. La façade et les statues sont peintes, ainsi que l'intérieur de l'édifice. Des couleurs qui exigent des travaux d'entretien dantesques. Mais la cathédrale change au fil des ans, car chaque époque ajoute sa pierre à l'édifice. La beauté de ce lieu est due aux grands arcs-boutants du début du XIVe siècle, attribués à Jean Ravi et qui donnent l'élégance du chevet de la cathédrale qui a été chanté souvent par les poètes. Au XVIIIe siècle, les vitraux perdent leur couleur chatoyante au profit de vitreries blanches. Seules les rosesses sont épargnées. Avec la Révolution française, les statues de la façade perdent la tête tout comme les nobles et les cloches originelles sont fondues pour en faire des canons. Notre-Dame de Paris tombe peu à peu en disgrâce. Au XIXe siècle, elle est même dans un état de délabrement avancé. Victor Hugo et Viollet-le-Duc et Lassus, quand même, il ne faut pas l'oublier, ont contribué à vraiment faire en sorte que la cathédrale nous parvienne jusqu'à nous aujourd'hui. Sans eux, il faut bien le dire, il n'y aurait pas de cathédrale. Après la publication du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, une vaste campagne de restauration est lancée en 1844. Le chantier est confié à Eugène Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassus, deux architectes qui feront édifier la Flèche, entourée de ses 12 apôtres. XXe siècle, la cathédrale ne subit plus de modifications, mais elle est le témoin d'événements historiques. Comme le 26 août 1944, lors de la libération de Paris, quand le général de Gaulle et ses compagnons se rendent à Notre-Dame pour une messe d'action de grâce. De la libération, sur tout le parcours que vient de suivre le cortège, une fusillade éclate. Plus qu'un simple bâtiment religieux ou qu'un témoin de l'histoire, Notre-Dame de Paris est aujourd'hui le monument le plus visité de France. Chaque année, près de 14 millions de visiteurs viennent admirer cette superbe cathédrale. Une affluence qui justifie un entretien considérable. Chaque jour, des dizaines de personnes s'affairent donc dans l'ombre pour que Notre-Dame soit toujours la plus belle. 7 h du matin, le jour n'est pas encore levé sur Notre-Dame. Mais déjà sous le silence des voûtes de la cathédrale, ici on dépoussière et on astique les allées. Pendant 3 heures, 9 personnes s'attellent à faire briller l'édifice. Et alors que les visiteurs commencent à arriver, à l'abri des regards, ici, l'orfèvre des lieux manipule des feuilles d'or blanc. Une centaine, 12 carats chacune, pour redorer cette pièce provenant du cœur de Notre-Dame. Ici, le geste est précis et il faut parfois faire preuve d'une certaine imagination. Le fait de passer la palette sur la barbe ou dans les cheveux donne un peu d'électricité statique à la palette et permet de happer la feuille, donc de venir coller la feuille sur la palette, de manière à pouvoir l'appliquer sur l'œuvre. Du haut de ses 40 mètres et de ses 850 ans, Notre-Dame n'est pas à l'abri des outrages du temps. Régulièrement, il faut, comme on dit ici, sonner les pierres, s'assurer qu'elles ne risquent pas de tomber sur la chaussée. À surveiller également l'écoulement des eaux de pluie afin d'éviter toute surcharge sur l'édifice. Coût des travaux d'entretien entre 350 et 400 000 € par an, mais pas encore assez car parfois il faut parer à l'urgence. Pour mettre en sécurité les édifices, il n'y a rien de mieux qu'une sangle. L'idée, c'est toujours d'avoir du provisoire qui ne soit pas trop discret, parce qu'il faut quand même pointer l'urgence, mais il faut en même temps que pour le visiteur qui n'est pas forcément spécialiste, on s'harmonise avec la silhouette de Paris. Préserver la silhouette de Notre-Dame, mais aussi son âme qui retentit dans le ciel de Paris. Pour son 850e anniversaire, la cathédrale s'offre un nouveau carillon, 8 cloches et un bourdon flambant neuf,
fabriquée ici, dans la Manche, par l'un des derniers fondeurs de France. Pour la plus grosse cloche, comptez ici 9 tonnes de cuivre et d'étain portées à plus de 1000 degrés pendant 8 heures. Et à l'arrivée, le son retrouvera sa tonalité du Moyen-Âge. La première étape, c'est de définir le son qui va dépendre du diamètre et de l'épaisseur. Plus la cloche est grosse, plus elle sonnera grave. Et à diamètre constant, plus elle sera épaisse, plus elle sonnera aiguë. Un son que les Parisiens pourront entendre dès mars prochain. En attendant, opération d'émoulage réussie pour Gabriel. La plus grosse cloche de la Tour Nord portait déjà au XVe siècle le prénom de l'ange qui annonça la naissance de Jésus à la Vierge Marie. Si Notre-Dame est une œuvre d'art en soi, elle inspire aussi les artistes. J'ai justement retrouvé Gladys, notre chroniqueuse littéraire, car évidemment, l'artiste le plus célèbre à s'être inspiré de Notre-Dame, c'est Victor Hugo. Oui, et à tel point qu'aujourd'hui, il est presque impossible de se promener à Notre-Dame sans imaginer voir Esmeralda danser sur le parvis ou Quasimodo se balancer aux cloches de Notre-Dame. Alors en fait, on peut le dire, Victor Hugo a vraiment inventé la cathédrale de Notre-Dame telle qu'on la connaît aujourd'hui et lui a donné toute sa force symbolique. Oui, un roman devenu une référence, notamment parce qu'il aborde un thème universel. Oui, alors ce sujet universel, c'est l'amour maudit. En fait, Notre-Dame de Paris raconte l'histoire de 3 hommes qui vont se battre à mort pour conquérir Esmeralda. Et on a dans le livre cette image, qui est peut-être une des plus belles apparitions de la littérature française, de Frollo, l'archidiacre, qui est au sommet de Notre-Dame, qui regarde donc le panorama de Paris. Mais son regard n'est attiré que par une seule chose, c'est le parvis. Et sur ce parvis, par une seule personne, Esmeralda. Alors là, on peut penser qu'il s'agit d'une histoire d'amour, mais en fait, Notre-Dame de Paris est autre chose, parce que l'importance que Victor Hugo accorde au décor, à la sculpture, à l'architecture, au peuple, nous dit qu'en fait il s'agit d'un roman historique. En parlant d'histoire, je l'avoue, vous me l'avez soufflé, ce roman se passe en 1482, c'est ça ? Oui, d'ailleurs c'est le titre complet du livre, Notre-Dame de Paris 1482. En fait, Victor Hugo est un passionné du Moyen-Âge et quand il écrit le livre en 1831, on est dans une période où à Paris, des gens veulent démolir le patrimoine médiéval, ils veulent même le badigeonner, pour reprendre le terme de Victor Hugo. Et lui, il va se poser en défenseur de Notre-Dame avec son roman et il va entraîner derrière lui les architectes comme Viollet-le-Duc qui vont réinventer la cathédrale à partir de 1845. Donc en fait, on peut le dire, Victor Hugo est aussi l'architecte de Notre-Dame et souvent, Victor Hugo tourne son regard pour nous montrer le parvis et non la cathédrale, nous montrer le peuple de bourgeois et de gueux qui foulent le parvis en permanence. Oui, un parvis bien loin du parvis très propre qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas difficile à faire en même temps, mais effectivement, en fait, le peuple que décrit Victor Hugo, c'est le peuple de 1831, celui qui a permis les Trois Glorieuses et la monarchie de Juillet. Et en fait, faire le lien entre le peuple et l'architecture chez Victor Hugo, ce n'est pas anodin. C'est pour nous dire que le peuple doit s'emparer de la cathédrale et que la cathédrale doit accompagner le peuple dans sa révolution. Donc en fait, Notre-Dame de Paris, c'est aussi un roman révolutionnaire. Et alors justement, est-ce que ce Notre-Dame de Paris de Victor Hugo a inspiré, influencé d'autres auteurs ? Eh bien, en fait, il y a aussi eu Notre-Dame de Paris avant Victor Hugo. Il ne l'a pas vraiment inventé. Donc, on le trouve notamment chez Rabelais, dans Gargantua, en 1535, avec ce géant. Donc, il passe son temps à boire, à manger. Mais bon, un jour, on va lui dire, ça serait bien que tu ailles un peu apprendre des choses. Donc, il arrive à Paris. Et là, il va, toujours dans sa manière un peu provoque, uriner sur les Parisiens et puis s'emparer des cloches de Notre-Dame pour les accrocher au cou de sa jument. Et puis, après Victor Hugo, les romans vont tous être un petit peu vont tous en fait s'emparer toujours de la même cathédrale, la cathédrale hugolienne. Je pense notamment à Proust avec sa recherche du temps perdu. En fait, il a toujours dit qu'il l'a construit comme la cathédrale hugolienne, avec cette volonté d'écrire l'œuvre d'art totale, celle qui regroupe l'architecture, la photographie et l'écriture. De la littérature, mais aussi du cinéma et même une comédie musicale. À 850 ans, Notre-Dame n'a pas fini d'être une muse pour les artistes. C'est la fin de cette émission spéciale que vous pouvez retrouver sur notre site internet ainsi que sur Facebook et Twitter. Merci à tous de nous avoir suivis. Le visage le plus laid de Paris, vous vous souvenez? Je doute que je sois son type. Mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda.